Bonjour, donc ici on va faire une petite capsule sur les grandes catégories de modèles dynamiques, particulièrement en ce qui trait à la décision d'avoir un modèle qui a des variables continues versus des variables discrètes. Donc on va voir que des modèles continus versus discrets, ça peut faire référence à deux axes, donc deux choix de type de modèle. Le premier, c'est un axe spatial. Donc on peut choisir d'avoir des variables qui décrivent mon système qui sont discrètes. Donc, par exemple, un extrême, ce qu'on pourrait dire, c'est que si je joue aux échecs, mes pièces d'échecs, ils peuvent juste aller sur des points discrets sur une grille. Donc, l'état de, par exemple, où est une pièce dans mon système, c'est une variable discrète. Ça ne peut pas prendre une variable intermédiaire. Donc, quand on fait une discrétisation spatiale, à l'extrême, on peut se retrouver avec un système comme ça. Versus, à l'opposé, un système qu'on voudrait modéliser, le continuum de comment que le système se comporte dans le temps. On pourrait donner un exemple. Si on analyse des structures, comme une poutre par exemple, si on regarde la déformation d'une poutre, ben, ce qui va caractériser l'état de la poutre à un moment donné, si on veut faire une modélisation continue, on va se retrouver avec une équation qui décrit la déflexion Y de ma poutre en fonction d'une variable x. Donc, l'état ici de mon système, ça va être une fonction y qui dépend de x et du temps. Puis on va essayer de décrire l'évolution de ça dans le temps. Et un intermédiaire entre les deux, qu'on pourrait appeler des éléments finis, on va agréger les propriétés d'un système qui est typiquement continu si on regarde dans le détail en plusieurs petits éléments qui vont approximer son comportement. Donc, l'exemple le plus classique pour des systèmes mécaniques, c'est quand je fais une modélisation masse-ressort par exemple, ben, je vais décrire la position de mon système avec seulement deux variables. Par exemple, la position de mes deux masses ici. Donc, par rapport à ici, je n'ai pas comme une modélisation d'un continuum. Je vais juste modéliser la position de deux éléments finis. Mais qu'est-ce qui est différent par rapport à mon cas extrême d'être complètement discret ici? C'est que mon vecteur d'état, mettons que je vais avoir x1, xi, c'est qu'ici, chaque élément dans mon vecteur d'état, donc chaque variable qui décrit une position ici, mais ça, c'est une variable continue. Donc, chaque variable x1, x2 peuvent prendre des valeurs sur un continuum de valeurs possibles. Donc ici, si on définit un peu dans quelle situation on se trouverait, on a un vecteur d'état qui représente la situation actuelle d'un système, qui ici, ça va être un nombre fini de variables continues. Donc, typiquement, c'est avec ça que vous êtes habitué de travailler si vous avez fait de l'ingénierie. On fait souvent une agrégation des propriétés. Donc, si je veux modéliser mon bras, par exemple, je ne vais pas essayer de modéliser le détail de ce qui se passe sur chaque petit élément de mon bras. Je vais probablement dire, mon bras, c'est environ deux éléments rigides, que je vais juste avoir besoin de deux coordonnées, l'angle de mon bras, l'angle de mon avant-bras pour décrire ce système-là. Donc, on a décrit un système avec des éléments finis, mais mes variables restent continues. Tandis que l'état
ici du système, ben, c'est une fonction x, y de x dans le cas du dessin ici. Et à l'opposé, si on serait dans un système complètement discret, c'est que ici je me retrouverais dans une situation où mon état, ce qui représente l'état du système, ben, ça peut prendre, c'est une liste de positions discrètes que mon système peut se retrouver. Donc, si on prend un peu une notation d'échec, j'ai comme une liste de positions possibles dans laquelle qui va représenter l'état de mon système. Donc, soit je suis ici, soit je suis là, je peux avoir une liste de différentes coordonnées que je peux me retrouver. Il n'y a aucun continuum ici dans aucun sens. Donc ça, c'est, si on veut, un peu le premier axe de cet aspect-là, de faire un choix entre des équations continues versus des équations avec des éléments finis ou des équations complètement discrètes pour représenter mon système. Ensuite, quand on veut faire un modèle dynamique, c'est quoi un modèle dynamique? C'est l'état de mon système, que ce soit les positions de mes masses ici, la fonction y de x ou ma coordonnée sur une grille. Ben, je vais représenter comment que ça va évoluer dans le temps. Je vais avoir des équations qui vont pouvoir prédire c'est quoi le prochain état, comment que mon état va évoluer dans le temps. Puis, pour faire ça, on a encore deux choix principaux. Soit d'être en temps continu, ou bien d'être en temps discret. Donc, la nature, donc la physique des systèmes qu'on veut modéliser, typiquement, ça va être tout le temps une nature continue. Donc, si on fait les équations de Newton ou n'importe quelle équation, Navier-Stokes pour des fluides, Maxwell pour de l'électricité, toutes des équations qui décrivent une évolution dans un domaine de temps continu. Toutefois, quand on fait de la robotique, souvent, ultimement, on va programmer un contrôleur dans un ordinateur et lui, l'ordinateur, il travaille à temps discret. Le microcontrôleur, il y a une horloge et les valeurs vont avoir une valeur discrète à chaque pas de temps. Donc, souvent, on va peut-être faire un modèle continu, mais parfois, ça peut être pertinent de le traduire en temps discret. Donc, si on regarde ce que ça donne en fonction de nos différentes catégories ici. Donc, ce serait quoi les équations qui représentent l'évolution dans le temps d'un système avec des éléments finis comme ça? Ben, ça va être des équations différentielles. Donc, typiquement ici, on va devoir déterminer une fonction qui va déterminer la dérivée temporelle de mes états en fonction de l'état actuel. Et dans un contexte de robotique, on a souvent des entrées qui représentent l'effet des actionneurs sur mon système. Donc, si on fait ces équations-là vont être utiles pour simuler en fonction du temps l'évolution de mes états comme ça. Si on aurait fait un modèle avec la notion de continuum, donc j'ai une fonction y qui dépend de x qui décrit la position en tout point de ma foot, par exemple ici, comme exemple. On va se retrouver avec des équations différentielles, mais partielles cette fois-ci. Donc, en anglais, c'est ce qu'on appelle des PDE. Donc, par exemple, si vous faites de la mécanique des fluides, vous travaillez avec la notion de continuum, puis vous avez des équations de Navier-Stokes, par exemple, qui est la grande famille d'équations différentielles partielles que vous voulez résoudre. Pour un système mécanique comme ça ici, on trouverait une équation différentielle partielle qui va nous donner une relation entre la dérivée temporelle de y et
dans ce qu'on trouverait de l'autre côté, il viendrait qu'on trouverait des termes de type dérivé d'y, dérivé partiel par rapport à x qu'on aurait dans notre équation. Donc, c'est ça une équation différentielle partielle. Et la solution de ce système-là, qu'est-ce que ça aurait l'air? Ben, c'est qu'on chercherait à obtenir en fonction de x, on obtiendrait y, puis on aurait un troisième axe qui est le temps. On aurait comme il faudrait chercher comme la solution qui serait comme une surface qui représente les déformés de ma poutre qui évolue dans le temps, selon l'axe t ici, qui serait une solution à ces équations-là avec des conditions frontières. Souvent en robotique, c'est rare qu'on ait besoin d'aller dans le détail de modéliser les continuums. On est souvent capable d'utiliser des modèles simplifiés avec des éléments finis. Parfois, comme je mentionnais, les ordinateurs travaillent en temps discret, puis c'est souvent utile de travailler en temps discret pour se rapprocher de ce qui se passe sur un ordinateur. Et c'est quoi qui caractérise l'évolution d'un état en temps discret? Ce serait des équations de différence. C'est quoi la différence ici? C'est que plutôt que d'avoir une fonction f de x puis de u qui va calculer la dérivée temporelle de x, ben, on va avoir la notion comme d'étape, que je vais noter avec un index k. Donc, c'est des sauts dans le temps discret. Et on va chercher l'équation qui prédit plutôt en fonction de l'état et de l'action que je prends à une étape donnée, je vais prédire directement c'est quoi l'état prochain sur lequel je vais me trouver. Fait que si j'aurais une évolution dans le temps qui débute ici, je peux me retrouver avec des points comme ça. Ma première fonction me prédit cette évolution-là. Ensuite, je refais mon calcul pour prédire cette évolution-là, etc. Donc, on a une évolution étape par étape. Donc, typiquement, en robotique, on va souvent avoir des équations continues que peut-être on va avoir besoin de discrétiser. Et chaque étape va représenter, par exemple, un intervalle delta t. Donc, si chaque étape représente comme un instant donné dans le temps, parce qu'on a discrétisé un axe temporel, ben, on peut facilement convertir cette équation-là en celle-là. La méthode la plus simple, l'intégration d'Euler, ce serait on fait fois un delta t ici, puis on fait plus x, ça nous donne la prochaine étape avec une approximation d'ordre 1, l'intégration d'Euler. Qu'est-ce qui est intéressant de cette représentation-là, c'est que quand sur un ordinateur, quand on fait une simulation ou quand on code un contrôleur, on va souvent avoir une boucle qui tourne dans laquelle on va lire des capteurs qui vont donner l'état. On va choisir une action U, puis là, où on va se retrouver un état plus tard, x de k plus 1, ça pourrait être calculé avec cette fonction-là. Donc on est dans une boucle comme ça, discrète, qui va être déterminée par la fréquence de mon microcontrôleur. Donc, quand on veut modéliser le comportement d'un système physique qui est connecté à un ordinateur, on est un peu entre les deux mondes. Mon ordinateur, lui, travaille étape par étape, tandis que la Dame Nature, elle travaille en temps continu. Fait que, typiquement, en robotique, on va rester en temps continu le plus longtemps possible, mais quand on est très proche du matériel, ou bien selon la nature du problème qu'on veut résoudre, on va aussi passer en temps discret, selon ce qu'on essaie de faire. Dernière étape, maintenant, si j'ai un temps discret et des états complètement discrets, ben, on est encore dans le cas d'une équation de différence qui va me dire, on pourrait avoir cette même équation-là qui représente
l'évolution de mes états en fonction d'action. La seule différence, c'est que ici, mes états, c'est pas des variables continues, puis mes actions non plus. Et souvent dans la littérature, quand on est dans un système discret, on va nommer mes états plutôt S de I, l'état suivant, on va le nommer S de J, puis la variable d'entrée du système, on va souvent y référer comme une variable d'action. Donc, par exemple, l'action ici, ça doit avoir des valeurs discrètes. Dans le cas d'un jeu d'échecs, par exemple, si ça c'est une pièce, j'ai peut-être juste 4 choix d'action discrètes. Puis là, je vais avoir une fonction qui me décrit si je suis à la case B3, par exemple, en fonction de l'action 1, est-ce que je vais me retrouver à la case B4. Donc, ça, c'est l'équation qui décrirait ça. La seule différence ici, c'est que ici, j'aurai des variables continues, mais ici, je vais avoir des variables discrètes. Donc, je vais avoir une fonction qui doit prédire en fonction d'un état S, le prochain état, en fonction de l'action qui a été prise. Et tout ça ici, on a juste parlé de catégories qui traitent des aspects de discrétisation versus être en continu versus discret. Il y a d'autres aspects aussi qu'on pourrait avoir d'autres catégories de différents types de modèles. Par exemple, quand on est dans des modèles discrets comme ça, avec un temps discret, on est proche de ce qu'on appelle les chaînes de Markov si on rajoute la notion de probabilité. Donc ici, tous ces modèles-là, c'était des modèles déterministes. Donc on a des équations ici qui prédisent le prochain état de façon déterministe. Donc ça veut dire que je peux prédire où je vais être plus tard. C'est complètement déterminé par l'état avant et les actions qui ont été prises. Il n'y a pas de notion aléatoire dans ma description de l'évolution du système. Souvent, quand on a des modèles discrets, comme ça en robotique, ça va être utilisé pour des problèmes plus haut niveau, comme la navigation par exemple. Et des fois, on va intégrer la notion aussi d'un processus stochastique. Donc, les chaînes de Markov, ça va par exemple être des fonctions qui vont nous prédire la probabilité PIJ de faire une transition de l'état I vers un état J. Donc ça sera un autre type de modèle qui pourrait être utile dans certains contextes. Dans les prochaines capsules, on va se concentrer sur des modèles d'équations différentielles qui sont vraiment la principale catégorie qu'on va utiliser pour décrire le mouvement d'un système robotique. Donc la dynamique, si on fait F égale MA, pour un système robotique, on va parler plus en détail de cette équation différentielle-là qu'on peut rediviser en sous-catégories selon la nature du système qu'on modélise. Par exemple, ça c'est le format le plus général, mais ensuite si le système est linéaire, non linéaire, multivariable, une variable, si c'est un système mécanique d'ordre 2 ou bien un système arbitraire. Prochaine capsule, on va discuter de les sous-catégories d'équations différentielles qui peuvent être utiles en robotique pour représenter la dynamique d'un système. Donc voilà.